Alors, je pense que le premier défi dans les villes africaines, c'est la question démographique, c'est-à-dire un afflux de population continuel. On sait qu'en Afrique, le taux d'urbanisation est comparativement encore relativement faible, de l'ordre d'environ 40%, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel de croissance encore énorme et qui est en train d'avoir lieu. Ce qui veut dire que chaque année, c'est des milliers, des dizaines de milliers, voire selon la taille des villes, des centaines de milliers de personnes, pas exagérer, mais enfin, énormément de gens qui se déplacent du rural, de régions rurales vers la ville. Donc c'est une pression et face à cette pression, bien évidemment, on attendrait une réponse des autorités. Bien évidemment, les autorités ne sont pas en mesure dans de telles circonstances de faire face à l'ensemble de besoins que ces populations nécessitent. Ces populations, ces individus, ces femmes, ces hommes se déplacent parce qu'elles sont à la recherche d'un emploi, mais aussi et surtout parce qu'elles sont à la recherche de meilleures conditions de vie pour les futures et les nouvelles générations. Alors je pense qu'il y a un phénomène de massification, c'est-à-dire que, comme je le disais, cette croissance urbaine qui peut paraître quelque chose d'extrêmement abstrait, dans les faits, lorsqu'on la traduit en centaines ou milliers ou plus de personnes qui se déplacent, eh bien ce sont des personnes qui cherchent un lieu pour s'abriter, donc une maison, qui cherchent un travail, qui cherchent un accès à des équipements. Et partant, eh bien, il s'agit de résoudre ces problèmes, non pas les uns après les autres, mais simultanément. Et on sait que ça n'est pas d'aujourd'hui, donc ce qui veut dire que lorsque je dis que les autorités ne sont pas en mesure, c'est qu'elles n'ont pas objectivement, et ça n'est pas du tout une critique face à leurs idées ou face à leurs visions, c'est simplement qu'elles ne sont pas en condition, par manque de ressources financières, par manque de ressources humaines aussi, de planifier à court, moyen et long terme la venue, l'installation, l'établissement et l'intégration de ces populations. Et ceci a des conséquences. Alors je dirais que le second défi lié à ça lorsqu'on s'intéresse à l'urbain, ce sont effectivement je dirais le pendant de cette croissance démographique, c'est le niveau, l'état des infrastructures, des équipements, de manière générale de l'aménagement de la ville qui reçoit ces populations, non seulement ces populations migrantes qui arrivent, mais l'ensemble de la population qui y séjourne également. Et là aussi, on constate généralement un déficit par rapport à des standards habituels qu'on considère comme étant normaux pour répondre aux besoins d'une population. Alors effectivement, on est face à deux situations assez différentes lorsqu'on parle de l'Asie ou lorsqu'on parle d'Amérique latine. En Amérique latine, le processus d'urbanisation est beaucoup plus avancé, puisqu'on compte environ 80 voire 85% de population urbaine sur ce continent. Ce n'est pas le cas de l'Asie. L'Asie est à peu près au même niveau que l'Afrique. Bien évidemment, on peut toujours tirer des leçons de ce qui s'est fait ailleurs, puisque ces conditions de précarité dans lesquelles les populations urbaines, ou en tout cas une partie, voire parfois une majorité de la population urbaine vit, eh bien on les a connues et on continue de les connaître dans le contexte latino-américain. Qu'est-ce qu'on a appris de cela, ou dans le contexte asiatique? Qu'est-ce qu'on a appris de ces situations? D'une part, c'est qu'on est effectivement, dans un cas comme dans l'autre, pas en mesure de répondre selon des standards occidentaux aux besoins de ces populations. Et que par conséquent, il s'agit de repenser la planification urbaine et de redéfinir quelles sont les priorités que les pouvoirs publics, mais également les acteurs associatifs, les acteurs privés, sont en mesure d'offrir à ces populations. Alors c'est vrai que je ne sais pas exactement ce que seraient des standards africains, mais effectivement lorsque je parle de standards occidentaux, c'est bien pour dire qu'il s'agit de standards qui ont une origine et qui ont été
progressivement adapté ou mis en phase avec un contexte qui est celui du contexte de pays industrialisés et pour lesquels le processus d'urbanisation a été beaucoup plus lent et beaucoup plus ancien. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut, dans le contexte africain, partir non pas de modèles préexistants, non pas qu'il ne faut pas en tenir compte, parce qu'ils existent et ils peuvent toujours servir de référence, mais non pas partir exclusivement de modèles qu'on cherchera à répliquer en tant que tels, mais effectivement en connaissance de cause, en connaissant ces modèles, c'est de partir d'un diagnostic. Et ce diagnostic, il ne peut pas se faire uniquement sur un plan théorique à partir de lectures et de références étrangères, il doit se faire à partir de l'analyse multidimensionnelle d'une situation, c'est-à-dire de savoir parler à la fois avec les autorités compétentes, les ministères au niveau national, mais avec les autorités locales, avec les municipalités d'un côté, mais également, et ce qu'on oublie trop souvent de faire, avec les populations elles-mêmes, directement auprès des individus ou éventuellement avec des associations de quartier, pour que l'on réussisse à savoir finalement quelles sont pour ces personnes, pour ces groupements, pour ces communautés, quelles sont pour elles les priorités. Et il est vrai que je me réfère là maintenant à une situation déjà relativement ancienne en ce qui me concerne, mais que j'ai pu ensuite revérifier dans différentes villes africaines, ayant eu l'occasion de travailler dans le cadre d'un vaste projet d'aménagement au Cameroun, à Douala, fin des années 80, eh bien, en discutant aussi bien avec les associations qu'avec les familles, avec les individus, avec les pères et les mères, on se rend compte que la priorité que, en tant que spécialiste, administrateur ou technicien de l'urbain, nous portons à certains éléments de l'aménagement n'est pas toujours en phase avec les priorités que ces propres personnes mettent à leur intégration urbaine. Il faudrait en tout cas reconnecter effectivement les populations avec leur contexte, avec leur ville, en sachant plus précisément, et je dirais plus modestement, qu'est-ce que ces personnes souhaitent, quels sont les besoins que ces personnes ressentent comme étant à résoudre dans l'immédiat, puis à moyen, puis à plus long terme. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est intéressant de réfléchir un peu à ce que ces individus, ces hommes et ces femmes disent. Et je ferai, si vous voulez, le parallèle entre les questions de logement, d'habitat d'un côté et la question des équipements et des services. Lorsque vous discutez avec une majeure partie de ces individus, en général relativement pauvres dans leur situation socio-économique, la priorité va très souvent sur deux secteurs. Un, l'éducation, l'autre, le deuxième, la santé. C'est-à-dire avoir un accès pour leurs enfants à des écoles qui fonctionnent, à des écoles de qualité, et d'autre part, avoir accès à des centres de santé, à des hôpitaux, de manière à pouvoir être soignés convenablement. Ce sont deux éléments qui expliquent aussi pourquoi ces populations ont quitté des régions rurales où peut-être il y avait des moyens de survie, voire de vie et donc d'activité économique, mais qui n'offraient pas ces services-là. Je voudrais continuer en disant qu'au-delà des équipements de santé et des équipements publics ou privés en matière d'éducation, il est clair que ces personnes vivant dans des quartiers d'habitation modestes cherchent avant tout à être connectés à des réseaux collectifs répondant à des exigences premières pour elles. Et je pense que le premier réseau auquel on fait en général référence, c'est celui de l'énergie électrique. C'est-à-dire que les personnes ont besoin que leur logement soit équipé en électricité et ça permettra déjà de résoudre une série de problèmes. Le deuxième sur lequel les personnes insistent, c'est l'adduction en eau
potable, donc en eau de qualité, que ça soit directement dans le logement, ça c'est un peu l'idéal que nous avons tous, ou en tout cas que ça arrive dans le cadre du quartier, dans le cadre de leur collectivité. Et les troisième et quatrième services collectifs d'importance, c'est bien évidemment l'évacuation des eaux usées et le ramassage des ordures. Sur ces éléments-là, je pense qu'on retrouve une majorité d'individus. Ce sont, il faut le rappeler, des éléments de structuration d'une ville qui ont un coût, quel que soit leur mode de gestion, leur mode d'administration, qu'ils soient directement pris en charge par la ville, qu'ils soient sous forme privatisée auprès d'entreprises locales ou internationales. Et ce coût, on le sait, se répercute sous une forme ou une autre sur les usagers, pour ne pas dire sur les bénéficiaires de ces services. Et c'est là qu'on peut faire également un lien, sans parler encore du logement, de l'habitat, mais c'est là qu'on peut faire un lien entre quelle est la qualité de ces services, de ces réseaux, de ces infrastructures, quel en est le coût, quelle en est la partie qui va se répercuter sur le budget des familles et quelles sont les capacités de ces familles à faire face à ces frais. Je dirais que c'est une bonne question comme vous la posez, c'est en tout cas une interrogation qu'on peut se faire parce que honnêtement, en ce qui me concerne, je n'ai pas, disons, de solution arrêtée, c'est-à-dire j'ignore absolument pas la nécessité d'avoir des voies, des voiries de qualité. Je suis tout à fait conscient du fait que le déplacement et les transports publics sont des choses extrêmement importantes. Je constate simplement qu'effectivement, c'est des sujets, pour ce que je sais, pour ce que j'ai pu écouter de personnes concernées par ces affaires-là, qui sont moins souvent traitées au niveau familial. Bien évidemment, ce sur quoi j'ai insisté jusqu'à maintenant, c'était le point de vue des usagers. Le point de vue des usagers, c'est une partie de la vérité, c'est une partie de l'interrogation qu'on peut se faire sur l'aménagement urbain. Maintenant, il y a aussi des spécialistes, qu'ils soient au sein des administrations, qu'ils soient auprès des bureaux, des entreprises qui vont travailler sur ces sujets. Et là, on entre sur ces questions d'infrastructure, sur les questions de transport, de mobilité. Et bien évidemment, c'est certainement d'une très grande importance en termes de structuration de la ville. Je pense que c'est moins directement ressenti par les familles, donc socialement, c'est peut-être pas sur ces aspects-là qu'ils vont le plus insister. Je ne sais pas si l'arbitrage se fait toujours de la même manière. L'arbitrage va se faire en général en tenant compte des dynamiques politiques, mais aussi des dynamiques sociales selon les villes, selon les pays. Et je pense que, même si ça peut paraître un peu général comme propos, mais il est clair qu'on pourrait souhaiter que les arbitrages se fassent dans le cadre de concertation entre ces différents acteurs, entre les autorités publiques, les bénéficiaires, les usagers, les individus, les familles, mais aussi les partenaires de ces deux collectivités que sont les entreprises privées ou les groupements associatifs. Je dirais qu'en général, pour être très pragmatique, les arbitrages vont dépendre des moyens à disposition. Les moyens, en général, pour une ville africaine sont relativement modestes et de toute façon, et je pense qu'aucun spécialiste ne me contredira, insuffisant par rapport à l'ensemble des besoins qu'un expert peut recenser dans une ville. Et donc ça signifie qu'il s'agit d'établir des priorités en sachant pertinemment bien qu'on ne va pas répondre à l'ensemble des besoins immédiatement. Et c'est peut-être là où de nouveaux problèmes se créent, c'est-à-dire sur quelle base ces priorités vont être établies. Est-ce que c'est sur la base d'un diagnostic socio-économique ou est-ce que c'est sur la base d'autres éléments d'évaluation qui peuvent être par exemple la revitalisation du centre urbain, la dimension économique d'une ville, qui peut être plus
vulgairement des considérations d'ordre politique, pour ne pas dire des considérations d'ordre électoraliste. Je pense que vous avez raison, à première vue, les questions environnementales ne sont pas centrales, ni pour les populations, ni très souvent pour les autorités locales et pour les spécialistes techniques qui y travaillent. Je pense que le point d'accrochage, c'est la santé. Je pense que les familles sont très attentives à la santé, principalement à la santé de leurs enfants. On sait que les taux de mortalité en Afrique, même en milieu urbain, sont souvent largement supérieurs à ceux qu'on peut rencontrer en Europe ou dans d'autres pays industrialisés. Et je crois qu'il y a un travail de sensibilisation, pour ne pas dire d'éducation, à faire pour montrer les liens qui peut-être pour nous paraissent évidents, mais ne le sont certainement pas toujours, entre la qualité environnementale et son impact sur la santé. Très souvent, des enfants sont malades, les mères amènent leurs enfants au centre de santé pour résoudre ces questions, bien évidemment, et on va les résoudre à titre individuel, à titre curatif, mais beaucoup plus difficilement à titre préventif. Et je pense que c'est là qu'on réussit assez aisément à faire comprendre aux gens de quoi peut provenir un certain nombre de maladies, bien évidemment pas toutes les maladies, mais un certain nombre de maladies qui, je dirais, sont des maladies environnementales, que l'on pense à la qualité de l'eau et de quelle eau on s'approvisionne, comment est-ce qu'on s'approvisionne, mais aussi la qualité de l'air, qu'est-ce qu'on respire dans des quartiers qui sont fortement contaminés, soit par rapport à ce que transportent les vents, soit par rapport à la circulation et à la qualité des carburants. Et donc ces choses-là, bien évidemment, ça va jusqu'aux questions liées au logement, à l'habitat. S'il n'y a pas de... Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas architecte, mais je sais pour avoir discuté avec des spécialistes de ces questions que lorsqu'on vit dans des conditions d'habitat extrêmement précaires dans lesquelles on a de l'humidité, peu de lumière et d'autres manques de ce type, eh bien ça va se répercuter aussi sur la santé des individus et en priorité sur les membres les plus faibles de la famille, c'est-à-dire les enfants et les très petits-enfants d'un côté et les personnes âgées de l'autre. Et je pense que ça, ce sont des choses qui peuvent être expliquées, ce sont des choses qui peuvent être comprises. Maintenant, il ne suffit pas d'expliquer, il s'agit ensuite de résoudre ces problèmes. Et l'ensemble de ces problèmes, ou en tout cas une bonne partie de ces problèmes, bien évidemment ne pourra pas être résolu au niveau de l'individu, voire au niveau de la famille, au niveau du logement. Une partie peut l'être, une autre, c'est certainement une prise de conscience qui amènera ces individus qui sont aussi des citoyens, et qui dit citoyen dit électeur, eh bien qui amènera ces citoyens éventuellement à faire des choix politiques qui favoriseront une forme de ville qui soit peut-être plus respectueuse d'environnement et des choix qui permettront à terme d'améliorer la qualité de vie. C'est vrai que l'éducation, j'insistais là maintenant plus largement sur les populations elles-mêmes, sur les individus, donc on pense immédiatement à l'école, et je pense que dans le cadre des écoles, ça mériterait d'être vérifié, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments basiques de soins, d'hygiène, donc de prévention des maladies, d'utilisation des ressources naturelles comme l'eau, qui sont transmises par l'école. Également par rapport à l'utilisation qu'on fait des déchets ménagers. Maintenant, cette éducation doit se faire à tous les niveaux. Ça, c'est très facile à dire et c'est clair que je dirais que cette éducation qui va un peu vers la direction de soins de santé primaire, eh bien, elle doit être accompagnée aussi par une formation qui soit mieux adaptée, je me répète, au contexte des professionnels du secteur. Les architectes, les ingénieurs, les administrateurs, les économistes doivent aussi dans leur cursus
entendre parler de développement durable urbain et donc des questions environnementales.